Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue pour un épisode du Balado Franchement. Premièrement, je tiens à prendre quelques petites secondes pour vous remercier pour la petite mini-pause que j'ai prise les 2 dernières semaines. Ça m'a fait du bien, je me suis reposée et là, j'arrive en force pour terminer la saison 2 du Balado Franchement. Cette semaine, j'ai jasé de politique. Ben oui, un autre épisode de Balado où on parle de politique parce que je sais que ça a fait beaucoup jaser dans les dernières semaines, justement, avec les élections de la semaine dernière. Mais aujourd'hui, je vous parle pas des candidats nécessairement. Je vous parle pas de leurs idéologies, non. Je me suis entretenue avec Emmanuel Choquette, qui est un politologue spécialisé en communication politique. Il est aussi professeur à l'Université de Sherbrooke. Et ensemble, on a parlé de la politique à l'ère du numérique. Donc, comment est-ce que le numérique, on parle par exemple des médias sociaux, aurait pu avoir ou peut avoir un impact sur la politique, le discours, les campagnes, les stratégies des différents partis au pouvoir? Ça a été vraiment intéressant. Emmanuel, c'est quelqu'un, moi j'ai eu la chance de l'avoir comme prof à l'Uni. C'est pour ça que je l'ai invité parce que c'est un passionné, c'est un très bon vulgarisateur. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là parce que pour vrai, c'est un peu différent de ce que je peux faire à l'habitude, mais ça a été vraiment, j'ai beaucoup appris. Ça a été vraiment un bel apprentissage aujourd'hui. Pour les personnes qui découvrent le balado aussi, je vous invite à me laisser vos commentaires sous cette vidéo-là, sur YouTube par exemple. Si jamais ça vous tente de me jaser un petit peu, j'aime tout le temps ça, vous lire, savoir ce que vous pensez de mon contenu. Abonnez-vous, partagez l'épisode aussi à votre entourage ou je vous invite aussi à mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify. Sans plus attendre, parce que là, mon introduction est assez longue comme ça, je vous dis bonne écoute. Emmanuel Choquette, bienvenue au Balado Franchement. Merci, Marie. Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très d'actualité. Ouais. Je ne vais pas dire qu'on est en retard parce qu'on ne parlera pas de la campagne électorale de chacun des candidats pour l'élection là, qui vient d'avoir lieu. Là. L'épisode va sortir la semaine prochaine, donc là, une semaine avant l'élection, en tout cas, bref. Mais aujourd'hui, on parle quand même de politique et on parle surtout de cette ère-là, de cette ère du numérique-là, comment elle s'intègre en fait dans la politique canadienne aujourd'hui en 2025. C'est un pas pire sujet quand même. C'est un gros sujet, effectivement. Ouais. Ce qui est cool, c'est que tu dis que c'est d'actualité. Puis ce que j'allais dire, ce qui est cool dans ce que je fais, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Max Weber, le penseur, on pourrait dire, contemporain de la science politique, qui disait que la politique est éternelle. Elle est éternellement jeune. Parce que il se passe quelque chose tout le temps. Ça n'arrête jamais. Des fois, c'est bien, des fois, c'est des bonnes nouvelles, et souvent aussi, ce sont de pas si bonnes nouvelles. Ouais. Des catastrophes, des trucs comme ça, qui ont souvent des ramifications politiques. Mais c'est pour ça que ça n'arrête jamais. Donc, le sujet est toujours d'actualité. C'est ça, il y a tout le temps, en fait, j'imagine, des nouveaux éléments à ajouter à cette politique-là qui fait qu'elle reste tout le temps d'actualité. Et ça bouge tout le temps. Comme nous. Ben oui, comme nous. Comme l'humain. Ben oui. Pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui, Emmanuel, t'es pas n'importe qui. T'es politologue. Ouais. Tu te spécialises dans la communication politique. Tu es aussi professeur à l'université. Est-ce que tu enseignes seulement à l'Université de Sherbrooke? Maintenant, oui. Ah, mais avant, à Laval aussi. Hein? J'ai enseigné à l'Université de Montréal avant. OK. Étant membre du groupe de recherche en communication politique, qui à l'époque avait, on pourrait dire, point central, l'Université Laval. C'est pour ça, c'est ça que j'étais plus souvent là. Maintenant, on va y faire un saut, évidemment. J'ai des brillants collègues, des super étudiants et étudiantes qui sont à l'Université Laval. Mais de fait, je suis maintenant exclusif, pour le dire comme ça, à l'Université de Sherbrooke. Tant mieux pour l'UDS. Sherbrooke represent. J'adore ça. Rapidement, là, qu'est-ce que ça fait un politologue? Exactement. Ça doit tellement être varié et vaste. Ouais. Mais comment on le décrirait aux personnes qui nous écoutent? C'est rare qu'on me pose cette question-là. Je suis bien content de pouvoir répondre à ça. Ce que ça fait, et c'est drôle parce que souvent quand je dis aux gens que j'étudie, que je suis en sciences politiques ou je suis politologue, souvent la blague qu'on fait, c'est genre, tu apprends aux gens à mentir. Ou comment dire des demi-vérités, des trucs comme ça. Puis c'est vrai qu'il y a ça dans la science politique, dans l'analyse politique des phénomènes, mais c'est vrai qu'être politologue, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans le fond, quand on est politologue, ce qu'on fait, c'est on essaie de comprendre, d'analyser les phénomènes politiques.
les réalités, entre guillemets, politiques. Ils sont très larges, donc ça peut aller, effectivement, oui, des politiciens, des politiciennes, des campagnes électorales, mais aussi de tout ce qui constitue la vie politique, donc vivre ensemble, les enjeux de cohésion sociale, les discours politiques, les programmes politiques, la gouvernance. Donc, c'est très large, là. Ça peut toucher les ministères, les gouvernements, mais aussi les relations entre les individus, la société civile, tout ça. Alors, ce sont tous des phénomènes que l'on regarde, qu'on en observe, sous plusieurs angles. Et puis moi, dans mon cas, par exemple, je peux le regarder à travers on pourrait dire l'angle de la Compol, puis même des fois dans une zone peut-être plus surprenante, comme par exemple l'utilisation de l'humour. Oui, c'est vrai, parce que tu as aussi un champ d'expertise en humour. C'est là-dessus, non, que tu as fait, j'ai envie de dire, ton mémoire ou ta thèse de doctorat. Ta thèse, OK, c'est ça. Ouais. Oui, parce que mon mémoire, lui, portait complètement sur autre chose. Ça portait sur le traitement médiatique des campagnes municipales. Okay. Alors, c'est autre chose. Mais effectivement, après ça, après une courte pause, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai décidé de faire un doctorat qui était, on pourrait dire, proche de beaucoup d'intérêts dans ma vie, notamment l'humour, pour en avoir fait, etc. Et à ce moment-là, j'ai fait une thèse de doctorat où je me penche sur la question de l'humour comme vecteur de vivre ensemble ou, au contraire, on pourrait dire un contributeur de déchirement social. J'ai jamais dit ça comme ça, mais c'est comme ça vient de passer par l'esprit. Et en particulier, comment est-ce que l'humour peut contribuer à lutter contre ou alimenter des stéréotypes religieux et culturels, en particulier pour la communauté arabo-musulmane sur laquelle je vais pencher. OK. Il y a une chance que je t'ai contacté pour un sujet précis, parce que là, on dirait que ça me donne le goût de déraper vers ce sujet-là, mais on pourra s'en reparler. C'est ça. Oui. Il y aura une partie 2 au besoin. Donc, le politologue, il analyse ça, j'imagine. Là, tu me diras si je me trompe, mais pour vulgariser un peu des événements, des situations pour le citoyen, la citoyenne ordinaire. Ça, c'est une partie du travail de certaines personnes politologues comme moi. C'est-à-dire, notre objectif, c'est, oui, de rendre ça, d'essayer d'expliquer, de rendre ça un peu plus digeste, oui, des phénomènes politiques qui peuvent être complexes, mais ce n'est pas exclusivement de vulgariser. En fait, il y a une grande part qui porte sur la recherche. Ah, je comprends. Donc, comprendre, comme n'importe quel type de recherche qui essaie de comprendre, d'analyser des phénomènes, que ce soit naturels ou autres. Dans ce cas-là, on va dans sciences sociales, évidemment, en sciences politiques, nous, on regarde souvent, par exemple, quels sont des facteurs qui peuvent influencer les comportements électoraux, par exemple. Quels sont les phénomènes qui peuvent peut-être rendre plus efficaces certains processus de décision. Comment, dans les gouvernements, on peut peut-être justement prendre des meilleures décisions qui tiennent compte des contextes sociaux, politiques, individuels, collectifs, un paquet de détails comme ça. Et oui, on rentre plein de facteurs. Ça peut être religieux, ça peut être culturel, ça peut être plein de dynamiques sociales. Comment est-ce, par exemple, que l'âge, le genre, par exemple, peut influencer les comportements électoraux, les comportements politiques, les attitudes sociales et politiques. Ce sont toutes des choses qu'on regarde. Ouais. Donc, en faisant nos recherches, j'imagine que clairement, il y a une corrélation qui existe justement avec l'arrivée du numérique, là, comme on le connaît aujourd'hui. Ça a un impact, en fait, dans les campagnes électorales, dans les partis politiques, juste dans la vulgarisation de la politique en général. C'est clair. Où je suis présentement en est clairement la preuve. Tu comprends? Je veux dire, d'être capable, d'avoir l'opportunité de pouvoir te parler à toi, Marie-Lie, et bien sûr que les gens puissent capter ce que je suis en train de raconter sur des enjeux politiques, des phénomènes politiques, etc., pour peut-être qu'ils se rendent compte que la politique, oui, ça peut être compliqué, mais en même temps, c'est vrai que ça concerne bien des choses et ça nous concerne. Et de pouvoir le faire grâce aux outils numériques, avec les outils numériques, oui, c'est extraordinaire, absolument, parce qu'on n'est plus obligé d'attendre, par exemple, parce qu'une grande plateforme médiatique nous interpelle. Il y a encore ça, mais il y a d'autres dynamiques de médiatisation, effectivement, et on pourrait y revenir. Ce qu'on appelle, par exemple, un auteur qui a beaucoup réfléchi sur cette question-là, c'est Andrew Chadwick, où il va parler d'hybridité, donc cette espèce de notion il y a le en ligne, puis il y a le hors ligne, il y a ce qu'on fait avec le numérique et le plus traditionnel, mais qui vient se marier, qui vient faire en sorte que les deux cohabitent maintenant. Donc, et de se rendre compte que quand on est
autant en ligne ou sur le web, ben, c'est pas le virtuel, là, c'est aussi la réalité. Il se passe des choses concrètement en ligne. Absolument. Puis on parle beaucoup, je pense, du fait, ou du moins dans les dernières années, là, du fait que le numérique nous permet, bon, d'atteindre un plus grand audience, de faire voyager les idées et tout ça. Ça reste que j'imagine qu'en politique, il doit avoir quand même certaines complexités parce que, si le message est mal pris, si c'est des bribes d'informations ou si c'est mal fait, j'ai l'impression que ça doit vraiment avoir beaucoup d'impact aussi, autant négatif que positif. En fait. Tellement, ils cohabitent tellement, c'est hallucinant. Là, je veux dire, mettons qu'on prend l'aspect positif, mettons que je me mets à la place d'un politicien, là, c'est genre du premier ministre, ou je ne sais trop, l'opportunité que lui offre ou qu'offre à cette personne les réseaux sociaux numériques, par exemple, ben c'est l'opportunité de pouvoir atteindre directement l'électorat au moment où il veut et de la façon dont il veut. Donc, de contourner le filtre médiatique et en particulier souvent le filtre journalistique. Donc, de pouvoir, j'ai quelque chose à dire, j'ai un discours, je vais l'annoncer. Maintenant, ça arrive très souvent qu'on va annoncer, par exemple, sur X. Je veux dire, il me vient un exemple, quand Jack Meeting a déchiré l'entente avec les libéraux et de Justin Trudeau l'automne dernier, parce qu'il y avait une entente qui leur permettait de rester au pouvoir, c'est sur X qu'il a annoncé ça. Il n'a pas attendu de dire, ben, je vais envoyer un communiqué, on va faire ça, on va faire une conférence de presse. Tout le monde. Il l'a annoncé sur X, mais après ça, les médias traditionnels ont relayé cette nouvelle et ont questionné par la suite Jack Meeting et les NPD. Donc, c'est une façon de procéder qui est différente. Alors oui, ça, c'est un outil et c'est super efficace pour, on pourrait dire, ou bien court-circuiter les médias traditionnels, entre guillemets, ou bien du moins avoir un message plus direct. Mais en même temps, c'est vrai que ça t'expose à des trucs un peu moins positifs. D'une part, si tu fais une gaffe, on s'entend ça circule vite. Ça circule vite plusieurs fois et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est retraçable. Donc, qu'est-ce que tu as fait avant? Je veux dire, et comment est-ce que ça peut jouer sur la suite des choses? Ça aussi, c'est un cas, hein, effectivement. Et ensuite de ça, ben, c'est comment est-ce qu'on peut... d'une certaine façon, il y a quelque chose qui dépasse la simple question de la direction directe ou indirecte du message. Il y a le fait que, sur le plan démocratique, la dynamique est différente, là. C'est-à-dire, quand il y a moins de filtres, ben, ça veut aussi peut-être dire qu'il y a peut-être un plus grand risque de désinformation, un plus grand risque de manipulation, de propagande aussi. Donc, collectivement, on vit ça. Donc, il y a un enjeu, là. Ben oui, puis j'ai l'impression, tu me diras si j'ai tort encore une fois, mais tu sais, avec justement, mettons, tout ce qui se passe avec Meta qui ont bloqué les nouvelles, c'est comme si ça non plus, ça aide pas déjà qu'on est encore plus prédisposé à avoir de la fausse information parce que justement, l'information, disons, traditionnelle a été enlevée de toutes les plateformes Meta. Ben là, on dirait... Ça ajoute une couche, non? Ben oui, c'est sûr, exact. Puis, Marie-Lie, je vais te poser une question, là. Et tu peux, si jamais ça t'embête, ne réponds pas. OK? Mais est-ce que tu as lu les journaux ce matin? Non. Est-ce que tu te considères tout de même informé? Oui, mais vois-tu, je m'informe souvent par TikTok. J'essaie de regarder ça part d'où mon information, là, tu sais, Radio-Canada, RAD et tout ça. Mais c'est vrai que, non, la dernière fois que j'ai ouvert la presse, mettons, sur mon ordinateur, fait longtemps. Là. Ben voilà. Et donc, moi, à mon avis, ça explique très bien un enjeu qui est à la fois un enjeu culturel, c'est-à-dire pour moi, qui a un petit peu plus de 25 ans, j'ai connu l'époque où j'allais m'acheter un journal. Ouais. Où je consultais un média pour savoir ce qui se passe. OK? Cette tradition-là, cette culture, je l'ai limite acquise. Donc, le passage du numérique et qui a fait en sorte que aujourd'hui, ben, j'utilise mon téléphone. Je dis que mon téléphone, il est ici, là. Ben, j'ai des applications de nouvelles. Tout ça, c'est la meilleure façon de procéder sur le plan journalistique. On pourrait dire, tu as une application à la source. Mais ça, cette façon de procéder, pourquoi elle est là, notamment pour moi? Parce que j'ai accumulé, on pourrait dire d'une certaine part, cette culture. Ce qui est moins évident pour les personnes plus jeunes. Et là, en même temps, on ne peut pas les culpabiliser. C'est-à-dire que c'est fait partie de leur environnement. On fonctionne avec ce qu'on a, avec quoi on a construit notre culture d'information. TikTok en est une. Donc, TikTok va venir nous donner des pistes d'information, nous donner des clés, etc., mais ça ne peut pas être tout, évidemment. Il faut trier, exact. C'est ça. C'est un énorme défi. Puis c'est là où intervient l'enjeu avec Meta. C'est qu'au moment où tu as la possibilité d'avoir accès à l'information sur Facebook, sur Instagram et compagnie,
ben, tu peux avoir accès à ce que Radio-Canada, à ce que TVA, à ce que le Journal de Montréal, La Presse et compagnie diffuse en termes d'analyse journalistique, par exemple pour la question politique. Tu y as accès, donc tu peux lire, donc tu as quand même une source d'information solide, crédible, journalistique, etc. Si ça, c'est assez, et c'est le cas pour la plupart des médias au Canada, c'est-à-dire, il y a forcément quelque chose qui va prendre la place, là. Donc, des fois, ça va être des contenus pertinents et très pertinents, qui vont nous permettre de comprendre des choses, mais des fois, ça va pas être si pertinent que ça. Puis des fois, on va partager des trucs, mais on va être exclusivement dans l'opinion, etc. Et c'est là où le risque de désinformation est plus grand, puis on devient vulnérable, c'est sûr, là. Est-ce que clairement, les chiffres sont pas sortis? Si oui, la réponse... Si la réponse à ma question est oui, je sais qu'on n'a pas de chiffres parce que c'est récent, là, mais clairement, est-ce qu'on pourrait dire que les élections 2025 vont avoir été des élections où il y aura eu le plus grand nombre ou un taux élevé de désinformation, justement? Les données, j'ai pas les données là-dessus, c'est ça. Mais les dernières données en termes d'accessibilité à l'information. Puis là, je pense entre autres à ma collègue Marie-Ève Carignan, qui lui est vraiment, qui elle est vraiment axée sur l'information, le journalisme, etc. et la désinformation. Elle aurait certainement beaucoup de précisions là-dessus, mais je crois pas me tromper en disant que les dernières élections, ce sont les élections où il y a eu le plus de désinformation qui ont circulé. Ah, c'est sûr. Absolument. C'est certain. Et si on regarde les tendances, aux États-Unis, par exemple, on le sait, la majorité des personnes et encore plus les plus jeunes vont prendre leurs informations où? Sur YouTube, sur TikTok, en partie, mais sur YouTube beaucoup. Donc, ce sont des plateformes qui ne sont pas ce sont pas des médias d'information, ce sont des plateformes de diffusion, finalement. Donc, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Et évidemment, à ce moment-là, il n'y a pas juste la volonté d'informer, il y a la volonté d'influencer. OK. Et c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire, on se cache derrière une information, une volonté d'informer, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est on désinforme pour convaincre. Ce que fait, par exemple, Rebel News au Canada. C'est ça l'idée. Donc, tu te fais passer pour un journaliste, tu te fais passer pour une équipe, tu fais du journalistique, tu as même une apparence assez formelle de type média reconnu, etc. Mais derrière ces appareils-là, dans le fond, tout ce que tu fais, c'est d'influencer l'opinion publique du côté où tu veux les influencer. Mais ça, c'est un danger. Ben oui, parce qu'on est vulnérable à ça. Et tu comprends, il y a un cercle vicieux. Là, je veux pas sembler, je veux dire, hyper dramatique, là, mais c'est vrai que c'est un sérieux problème. Tu sais, quand on parle d'enjeux démocratiques et de risques démocratiques, c'en est un. Et on voit les tendances actuellement, c'est un peu comme si c'était un cercle vicieux. C'est que plus on est désinformé, plus le risque de croire donc des phénomènes problématiques ou de fausses informations qui semblent nous mettre en danger risquent d'être mis de l'avant. On commence à avoir peur. La peur, bien sûr, à certains égards, nous fait réagir comme une espèce de fermeture, puis on va essayer de trouver des réponses. Mais là, on est plus vulnérable à ce moment-là à d'autres phénomènes qui viennent nous angoisser encore plus, nous dire ça ne va pas bien, pour telle et telle raison. Et là, on va cibler des communautés, des groupes, des responsables, X, Y, Z, et c'est là où la propagande porte. Et c'est un cycle. Et là, bien évidemment, plus on est désinformé, plus on est vulnérable. Et là, la réalité, comprend entre guillemets, devient encore plus subjective. Et les faits perdent de leur importance. Mais tu sais plus quoi croire. Tu ne sais plus quoi croire. Il y a quelqu'un que j'ai bien connu, je vais l'appeler mon psychanalyste puisque c'était son cas, c'était son nom. Il m'avait dit dans le temps, je sais pas si c'était à moi qu'il avait dit ça, je me rappelle plus très bien, mais il me semble qu'il y avait cette expression-là qui me disait, Emmanuel, j'ai 3 yeux. Et là, je disais, t'as pas 3 yeux, là, excuse-moi, qu'est-ce que tu racontes? Il disait, non, j'ai 3 yeux.
Mais j'essayais de le convaincre qu'il n'avait pas 3 yeux. Et ce que j'ai compris avec cette discussion-là, c'est comment convaincre quelqu'un qui n'a pas 3 yeux. Je veux dire comment on peut démentir quelque chose qu'une personne croit profondément, même si c'est erroné. C'est très difficile de démonter cela. Là. Ouais, la personne y croit vraiment fermement, mettons. Et les arguments pour réussir à faire en sorte que ce troisième œil-là disparaisse ne sont pas rationnels. Le terrain de la rationalité, il est perdu. Et c'est ça qui est le danger. En politique, c'est ça qui est le danger. C'est-à-dire, évidemment, il y a une partie... La politique, les discours politiques sont souvent des discours... encore une fois, je vais citer... je pense que c'est Patrick Charodeau, si je ne me trompe pas, qui disait ça, ou est-ce Renard? Je me souviens plus très bien de qu'il disait ça, mais il disait, dans le fond, la politique, c'est souvent des discours de demi-vérité. Okay. Ou de vérité, mais... on omet quelques informations, mettons. On omet, exactement. Donc tu sais, un peu théâtral, on le sait, effectivement. Donc, et une des choses pour lesquelles les politiciens ont si mauvaise presse, c'est notamment par savoir cette impression-là qu'ils nous mentent. Mais quand on est dans la désinformation, quand on est dans cette dynamique-là qui va, par exemple, le populiste et compagnie, qu'on retrouve souvent sur Internet, sur les réseaux sociaux numériques et compagnie, il n'y a pas que ça, il faut bien le dire. Mais là, effectivement, on pousse cet élément-là une coche au-dessus. Je veux dire, next level, comme on dit. Effectivement, là, le mensonge devient une vérité. Et c'est ça qui est un gros problème. C'est comme si on perd un peu la notion de terre à terre. Ben oui, en fait, c'est que quand je disais le troisième œil tantôt, l'idée, c'est de dire ce qui devient absurde devient vrai. Puis on y croit tellement fort. On y croit tellement. T'sais, aux États-Unis, un discours de Donald Trump, par exemple, qui va dire, comme tout récemment, hier, il y avait une grosse fête pour souligner les 100 jours de son règne. Et il a dit quelque chose comme, et là, je paraphrase évidemment, mais c'est quelque chose comme « Ce sont les 100 jours les plus extraordinaires qu'un président américain a fait dans l'histoire des États-Unis. » OK? On entend très bien Donald Trump, hein? On l'entend très bien, « It was the biggest machin. » Oui. Bon, mais il alimente ce mensonge, mais d'une part, ses fans vont dire « Oui, je suis d'accord », mais à ce moment-là, le problème, c'est pas qui dit vrai ou qui dit pas vrai. L'enjeu, c'est que je suis d'accord avec toi ou pas. Et c'est là où la question de la désinformation, des fake news, vient de rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire, pour bien des gens, y compris des fans de Donald Trump, ils vont pas dire « c'est vrai ». Ils vont dire « je suis d'accord ». Ben, ils tassent tout l'objectif et c'est le subjectif qui prend la place. Exact, c'est tout. Parce que c'est l'intérêt passe en premier. C'est ça. Et là, les faits deviennent beaucoup moins importants. Là. Mais oui. Ce qui est important, c'est est-ce que je suis d'accord? Est-ce que les valeurs que je défends, par exemple, par ce candidat-là sont portées, etc., le reste n'importe peu. Donc, je peux raconter des bobards et dire que c'était le plus gros événement. C'est jamais dans un président des États-Unis, je ne sais pas trop de ces trucs-là qu'on peut souvent entendre. Mais ça, qu'un président des États-Unis le fasse, qu'il le fasse de façon récurrente et sans trop s'embêter avec ça, et qui plus est avec une équipe qui ne lui reproche pas cela, bien au contraire, ben là, il y a une légitimité qui s'installe. Alors, les gens si lui le fait, voilà. Pourquoi je le ferais pas? 100%. Sais? Mais est-ce qu'il y a y a-t-il un moment où, par exemple, quelqu'un qui, tu l'as mentionné tantôt, c'est un cercle vicieux, OK? Ouais. Ça continue. Plus tu y crois, plus t'es bon. Je répéterai pas tes mots, tu viens de l'expliquer très bien. Est-ce qu'il y a un moment donné où peut-être ces personnes-là qui sont très sur le subjectif plutôt que l'objectif, dans « je suis d'accord avec toi », est-ce qu'à un moment donné, il y a une cloche qui pourrait faire « OK, là, en ce moment, ce qu'il fait, c'est trop », ou à un moment donné, tu viens brouiller? Exact. Ben, ça, c'est super intéressant parce que quand on s'attarde sur les comportements, les attitudes sociales et politiques, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Et c'est là où, justement, il y a peut-être et sans doute de très bonnes nouvelles. C'est-à-dire,
on n'est pas des cruches. On n'est pas des gens qui s'abreuvons, aux mensonges, etc., et qui adhèrent sans critique. Il y a bien des gens, et on le voit aux États-Unis en ce moment, la popularité de Donald Trump, elle est en chute. C'est un des présidents les plus impopulaires, sinon le plus impopulaire de l'histoire après 100 jours. Donc, c'est fou. Je veux dire, pour un politicien élu avec une des plus grandes majorités depuis très longtemps, c'est quand même toute une chute, là. Ouais. OK? Alors, donc, il y a beaucoup de gens qui disent, là, c'est too much, comme disent les gens de Shawinigan. Je veux dire, on est rendu trop loin. Parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est atteint. Donc, il y a un sens critique qui est encore existant. Mais ça, c'est l'autre élément aussi. C'est que le réseau socio-numérique, Internet et compagnie, tout ce qui se passe, les opinions, donne un peu l'impression souvent aussi que on n'est que dans la désinformation, que l'on est et que aussi les effets sont automatiques. Donc, que parce que, par exemple, on va partager un document de désinformation ou qu'on va être exposé à un discours de Donald Trump, automatiquement, on risque d'adhérer, ce qui est complètement faux. Je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis il y a un paquet de facteurs qui vont peut-être nous rendre plus vulnérables. Puis on parlait tantôt de l'information. Ça, c'est un des facteurs, c'est-à-dire le degré d'information. Es-tu informé? Moins tu es informé, plus tu risques d'être vulnérable à la désinformation. Pourquoi? Parce que tu le sais pas. Tu peux pas se trancher par toi-même. C'est difficile. Donc, ça, c'est possible. Mais c'est pas uniquement parce que les gens aussi ont un libre arbitre. Donc, à un moment donné, tu peux savoir très bien. Je reviens avec l'histoire du troisième œil. Ça se peut pas. Je suis désolé, autant que tu peux, là. Tu peux y croire, c'est beau. Moi, je décroche. C'est ça. Donc, ça se peut. Ensuite de ça, il y a un paquet d'autres facteurs de prédisposition. Le niveau d'éducation, parfois, pour certains enjeux. Des fois, là où on demeure, notre milieu familial. Est-ce qu'on a été politisé quand on était jeune? Même des enjeux comme le revenu, etc. J'ai des amis, des collègues qui ont créé une superbe application qui est pas pire en vogue depuis un certain temps, ça s'appelle le Datagotchi. OK. Je pense entre autres à Yannick Dufresne et à Catherine Ouellette qui sont beaucoup en arrière de cela, mais avec toute l'équipe du CLESN, en tout cas, bref, avec des gens de l'Université Laval et de l'Université de Montréal, etc., mais qui ont développé une application pour démontrer comment est-ce que différents facteurs, si on est capable de les identifier, on est capable d'avoir certaines prévisions des comportements électoraux, à travers, par exemple, ce que tu manges, la musique que tu écoutes, etc. Donc, et les données qu'on a en ligne, tu comprends? Qu'on les trace, qu'on met en ligne, servent à ça pour les partis politiques. Ils utilisent ces données-là pour essayer de cibler leur communauté. Par exemple, je sais pas moi, je vais nommer Bon Jovi. C'est genre, tu vas dire quelqu'un qui aime Bon Jovi puis qui porte une casquette, OK, va forcément voter, je sais pas moi, républicain, mettons. Moi, personnellement, je ne crache jamais sur Living in a Prayer. Je sais pas trop, je me sens que c'est ça. Et je porte une casquette. Alors, ça ferait de moi quelqu'un qui voterait républicain, mettons. C'est genre, c'est ça. C'est cette façon de procéder. Donc, évidemment, dans certains cas, c'est pas super efficace. Il y a des petites erreurs. Ça peut. Mais au-delà de ça, il y a quand même des tendances. Mais plus de données, plus que de données, exactement. Donc, on va utiliser ça. Donc, tout ça pour dire que c'est là qu'on voit qu'on est des êtres quand même très complexes. Évidemment, encore une fois, ça, c'est pas une science exacte. Mais il y a des éléments prédictifs de ton comportement. Mais encore une fois, ce sont tous des éléments qui vont influencer nos comportements électoraux, nos préférences, nos choix, puis aussi, bien sûr, notre risque d'être victime ou d'être plus sensible à de la désinformation. Puis est-ce que quand les personnes, par exemple, quand nos informations sont envoyées, là, disons-le comme ça, là, au parti, là, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, là, mais mettons qu'on est ciblé sur les réseaux sociaux à cause de certaines données qui ont été, qui sont disponibles, mises à disposition. Est-ce que c'est là qu'on voit la création de chambres d'écho, puis c'est là qu'il y a un danger de plus, parce que t'es comme confronté tout le temps aux mêmes manières de penser, aux mêmes idéologies. Donc là, on se fait endoctriner, c'est un gros mot, là. Oui. Mais tu sais, on se fait comme embarquer un peu dans un mouvement? Oui, c'est possible. Donc, ce que tu appelles la chambre d'écho ou
la bulle de filtre, là, la filter bubble, là, c'est cette notion-là selon laquelle, par exemple, sur les réseaux sociaux numériques, on est entre nous parce qu'on a des amis, on est entre amis, donc évidemment, on partage certaines opinions, certains points de vue, et ça fait une espèce de circulation d'informations relativement homogènes, de perspectives relativement homogènes. On n'est pas exposé, on est moins exposé aux avis contraires, etc. Donc, ça nous rendrait, plus vulnérables. Oui, mais cette notion-là est de plus en plus remise en question. OK. De plus Pourquoi? en plus. Je fais quelques pas en arrière de ce que j'ai dit parce qu'on se rend compte qu'on est plus complexe que ça. OK, c'est ça. C'est pas juste ça. Parce que c'est pas juste ça. Parce que c'est pas parce que... Voici ce que tu as dit. Non, mais je voulais pas couper, mais je pense juste, par exemple, je prends mon téléphone, puis tu sais, je suis une femme, début mi-vingtaine, évidemment que, tu sais, moi, mettons, mes idéologies, c'est beaucoup autour de la condition féminine et ces affaires-là. Évidemment. Ouais. Je pense que ça a du sens. C'est pas une surprise pour personne. Ouais. Quand j'ouvre mon téléphone, mettons, dans le temps des élections avec Donald Trump, justement, je voyais que Kamala Harris, tu comprends? Oui. Tellement qu'à un moment donné, je me suis dit dans ma tête, il y a quand même peut-être des chances qu'elle gagne. Oui. C'est juste ça que je vois. Oui. Puis après, de te rendre compte que, OK, non, c'est mon algorithme qui m'a analysé et qui me montre du contenu que je veux voir. Oui, ça, c'est tout à fait possible, absolument. Mais encore une fois, est-ce que c'est à cause de ça que tu ne voterais pas, mettons, républicain? Ou, je veux dire, ça se peut que tu dises, moi, je vois beaucoup Kamala Harris, c'est parfait, mais j'ai pas plus envie de voter pour elle. Je comprends. Il y a des possibilités que ça arrive, et on le sait, on le voit, mais c'est pas si systématique que ça, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et on se rend compte aussi, bien sûr, que être exposé, c'est une chose, être influencé en est une autre. D'accord? Donc, et même le voir ou être abonné ne veut rien dire. On peut très... Et le fait de pas... C'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement le point de vue contraire sur nos réseaux sociaux qu'on n'a pas le point de vue contraire ailleurs. C'est dans d'autres circonstances, dans d'autres moments aussi. Puis encore une fois, ça dépend aussi de ton degré d'ouverture, peut-être aussi. Il y a un paquet de facteurs. Donc, c'est un facteur qui est là, effectivement. Il y a même, je dirais, moi, je faisais souvent des comparables, justement, quand j'enseignais le genre de cours où on réfléchissait à ce genre de trucs. Il y a souvent cette idée de dire, on est avec les gens qu'on apprécie sur nos réseaux sociaux numériques, par exemple, qu'on appelle les amis, mettons, sur Facebook. Évidemment, Facebook, c'est moins tendance, à pourrait dire, pour les plus jeunes générations. Probablement pour les plus vieilles aussi, tranquillement. Je trouve que il se passe plus grand-chose là-dessus, mais c'est notre histoire. Mais tout ça pour dire que, tu dis, ça, ce sont des amis. Je veux dire, est-ce que vraiment tu as envie, toi, sur ton fil d'information, d'avoir des gens qui passent leur temps à te dire des choses contraires à ce que tu penses, à t'obstiner, à donner... Ça se peut là, que tu veuilles débattre là, de temps en temps, mais c'est pas ce que tu veux faire à tous les jours. Je veux dire, à toutes les minutes, c'est insupportable. Exact. Je veux dire, alors, c'est pour ça que ces notions-là me semblent être un peu exagérées. C'est-à-dire, jusqu'à quel point est-ce que ça représente notre identité politique, là. Je veux dire, c'est une partie. C'est une partie. Mais ça me fait penser un peu, et puis là, peut-être que je divague, là, mais tu sais, ça me fait penser un peu à toute la notion, justement, de l'humain qui reste un peu dans ses chaussures, aime ce qu'il connaît, discute avec des gens de sa classe sociale. Je pense au film de Monia Chokri, là, Simple comme Sylvain, qui est comme littéralement une éloge, justement, de... On voit très clairement la différence des classes sociales, puis que malgré nous, c'est comme s'il y a... Je vais pas dire qu'il y a une distance, mais un peu, tu sais. Fait que je suis sûre que ça contribue à ça. Tu parles de Facebook, là, tu veux pas non plus t'obstiner tout le temps sur ton fil. Tu t'entoures de gens qui ont la même opinion que toi, qui te connaissent, qui ont les mêmes intérêts. C'est ça. Tu diminues un peu tes chances, justement, de friction. Ben oui, c'est ça. En tout cas, beaucoup. Hein, je veux dire, tes risques de friction sont diminués, tes chances de pas en avoir en ont. Exact. Puis c'est le fun que tu aies abordé la question des classes sociales, parce que c'est une notion qui est très, très, très présente, ça, justement, dans les études comportementales politiques. C'est super important, là, je veux dire. C'est très... c'est pas biaisé le mot que je cherche, là, mais très pointé du doigt de comme telle classe sociale, c'est sûr qu'il vote ça, puis... Exactement, c'est tout à fait... Et ça, c'est un dilemme perpétuel en sciences sociales, mais en sciences politiques, on ne fait pas exception.
en communication politique non plus, évidemment. C'est-à-dire, comment tu peux cibler une catégorie d'individus pour faire en sorte que cette catégorie d'individus-là, par exemple, si t'es politicien, vote pour toi, appuie ton programme. Inévitablement, il faut que tu fasses des généralisations. C'est inévitable. Absolument. Donc, inévitablement, on va essayer de trouver une façon de pouvoir rejoindre un électorat, de lui parler de telle manière, de susciter certains éléments, parce qu'on va se dire, de façon générale, les femmes de plus de tel âge ou de moins de tel âge votent de telle manière. Par exemple, les jeunes, comment faire sortir le vote des jeunes? Les jeunes ne votent moins. Hein? Donc, ça, c'est un fait, d'accord? Mais maintenant, il y a des jeunes qui votent, mais il y a ceux qui votent moins. Mais comment on le fait pour les identifier? Donc, forcément, on est obligé de trouver des façons de pouvoir rejoindre et on est obligé de faire des généralisations. Mais en même temps, faut pas oublier que ce sont des généralisations. C'est ça qui est le défi. Faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire, on fait une généralisation. C'est qui ça, les jeunes? C'est qui ça, les personnes plus vieilles? C'est qui les boomers? C'est ça. J'ai l'impression que le boomer, c'est forcément une personne qui, l'hiver, est au chaud, qui habite dans un bungalow en banlieue, et qui a quand même un certain âge maintenant et qui a vécu toute sa vie et qui est riche. Il y a beaucoup de boomers qui correspondent pas, mais pas toutes à cette description-là. Mais si on veut faire des généralisations, c'est sûr. En publicité, on fait ça aussi. Dans tous les deux, en fait, parce que on n'a pas le choix de cibler quelqu'un, une cible, un public, exact. Donc, on y va dans la généralisation. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, je dis souvent ça en classe, encore une fois, mais ça me vient vraiment à l'esprit. Je veux dire, quand le premier ministre Legault dit quelque chose comme « Les Québécois n'accepteront jamais tel truc », mais de qui tu parles? Je veux dire, il y a des Québécois qui vont peut-être accepter. Il y a peut-être des Québécois qui ne savent pas, dans le fond. Mais c'est sûr qu'un premier ministre, une personne qui parle, dans ce cas-là, tribun, il ne peut pas faire. Je suis certain qu'une bonne partie des Québécois seront d'accord, alors il ne pourra pas faire ces nuances-là. Ça serait un petit peu trop. Et on perdrait l'essence. Et évidemment, ça serait moins efficace en termes de rendu, etc. Et qui plus est, on a parfois, effectivement, ce besoin de généralisation aussi. On a besoin de dire, des fois, ce nous-là, il est là. On en a besoin pour plein de raisons, notamment pour s'identifier, pour se reconnaître, etc. Ce nous-là, il est en mouvance, évidemment. Puis là, c'est toujours l'enjeu des exclus, des inclus. Puis c'est ça, là, qui est le défi. Là. Puis est-ce que je me trompe de dire que j'ai l'impression qu'au Québec, on est tellement un peuple fier là, encore une fois, vois-tu, généralisation, mais en général, que ça fonctionne pour nous, les généralisations? T'sais, les Québécois, on est tellement... Oui, la langue française, on est un peu fiers, justement. Oui, ça marche c'est sûr que... oui, ça peut fonctionner. C'est intéressant parce que la langue française, ça a été longtemps un vecteur de mobilisation politique chez les jeunes. Oui. Je pense que c'est moins un vecteur de mobilisation politique chez bien les jeunes. C'est ça, hein? Exact. Ouais. Mais si on veut généraliser, là, OK, d'accord? Si moi, je suis politicien et je dis, moi, je veux faire bouger les jeunes politiques, si je me dis, OK, c'est quoi la priorité numéro 1? Quel est l'élément sur lequel je dirais, je vais rejoindre une majorité de jeunes? Puis je dirais, la langue française. C'est faux. Je suis pas sûr. C'est ça, C'est ça. En 1985, 6, 7, je sais pas... oui, probablement. 1992, le référendum de 95, aucun doute. Je veux dire, aucun doute. Il y avait une mobilisation, il y avait une préoccupation à cet égard pour plein de raisons qui étaient aussi bien sûr contextuelles, c'est-à-dire il y avait un contexte où on sentait qu'il y avait encore un enjeu anglais-français, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être moins présent, en particulier bien sûr dans la région de Montréal aussi, évidemment. Donc, c'est possible. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, c'est toujours présent, c'est important, c'est encore là, on le voit d'ailleurs, on y fait souvent mention encore, mais je ne suis pas certain que nécessairement que ce soit un enjeu qui va venir rassembler une majorité. Peut-être que oui, hein, mais je ne suis pas sûr. Non, je suis d'accord. Peut-être, et à l'opposé, on pourrait dire, l'environnement. L'environnement, forcément, ça, c'est peut-être un enjeu qui intéresse davantage les jeunes parce que ce sont les premiers affectés pour l'avenir, etc.
Ben là, encore une fois, je dirais oui, mais. C'est-à-dire, c'est une possibilité, mais c'est une généralisation aussi. Puis, qu'est-ce que c'est d'être préoccupé par l'environnement? Puis, est-ce que vraiment la majorité des jeunes sont préoccupés par cette question-là? Il y en a peut-être qui se disent, pas tant que ça, sais-tu? Puis, à contrario, peut-être qu'il y a des gens plus vieux qui sont très préoccupés par ça. Il y a tellement de degrés. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un méchant défi. Je comprends. Un méchant défi. Puis c'est pour ça que, pour venir au numérique, le numérique a peut-être une certaine utilité là-dessus parce qu'il nous permet parfois, et le numérique, je ne parle pas juste des réseaux sociaux, je parle des outils, les machines qui nous permettent d'atomiser un peu les sociétés. Qu'est-ce que tu veux dire? Les faire éclater en morceaux. Pas les individus, évidemment, mais c'est une communauté, mettons, franco-québécois. Mettons qu'on prend ça. Plutôt que de voir ça comme un seul bloc, tout à coup, on les éclate, on les atomise, et tout à coup, OK, franco-québécois, mais région versus grand centre. D'accord, mais encore. Région, mais région plus éloignée, région moins éloignée, OK, région plus nordique, moins nordique, c'est pas tout ça, c'est genre différentes communautés, différents secteurs, les préoccupations industrielles, l'agriculture, quel type, est-ce que c'est plus les mines, c'est quoi? Hein? Puis peut-être que ça suscite des comportements différents. Mais en faisant ça, qu'est-ce que ça amène? Tu sais, en atomisant la population, qu'est-ce que ça amène pour la politique nécessaire? Ça permet d'aller cibler? Oui, encore une fois, ça peut représenter des effets positifs et des effets négatifs. Qu'est-ce que c'est ça? L'effet positif peut faire en sorte qu'on va peut-être je dis peut-être parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, Emmanuel, je suis pas sûr, mais ça peut peut-être contribuer à rendre des politiques, des décisions plus efficaces. Okay. On sait davantage à qui on va s'adresser. On sait davantage que ce type de politique-là, on en a besoin parce qu'il y a telle communauté qui vraiment est prise au... On a vraiment un enjeu là. Donc, il faut... Et ce ne sera pas nécessairement une décision qui va être généralisée. Elle va concerner un secteur ou d'autres secteurs. On a peut-être sur certaines questions économiques, sociales, on va peut-être être en mesure d'avoir des décisions plus efficaces parce qu'on a un portrait plus précis de la société. Je comprends. Je reviendrai sur l'élément du fait que ça signifie aussi une portée qui est au-delà des discours politiques puis partisans, etc. C'est-à-dire, par rapport à ça, il y a des avancées, puis en même temps, on constate des reculs. J'y reviendrai, je pense, mais l'autre facteur le plus négatif de ça, ça devient un peu du clientélisme. C'est ce qu'on reproche de plus en plus de politiciens puis aux programmes politiques. C'est-à-dire de dire une chose dans l'Est, de dire une autre chose dans l'Ouest, de dire et de cibler telle communauté de façon plus précise parce qu'on sait que ça va résonner, puis d'après ça, de servir telle mesure politique parce qu'on va intéresser tel type de gens, parce qu'on a puis on sait que sur les tendances de sondage, finalement, c'est pas ça qui est important, c'est plus une autre question. Donc, on va venir prioriser comme ça les enjeux purement de façon presque technique, c'est-à-dire qu'est-ce qui préoccupe vraiment les Québécoises et les Québécois, par exemple, puis c'est ça qu'on va établir. Donc, on perd une espèce d'intuition, puis peut-être aussi d'enjeux peut-être plus collectifs, des fois plus profonds, voire à plus long terme. Donc, c'est pas parce que ça te préoccupe maintenant que c'est nécessairement une préoccupation à long terme, ces éléments-là. On ressent que c'est plus calculé. Oui, exact. Je comprends tellement. Puis en même temps, c'est ça que je disais, ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, souvent on dit on est dans un monde plus complexe. Ben, c'est vrai qu'on est probablement dans un monde plus complexe étant donné justement la multiplication des informations, par exemple, etc. On est plus nombreux aussi. Mais je pense qu'il y a une part de complexité qui existait, c'est juste qu'on la voyait pas. OK? Je veux dire, si on regarde, exemple, on revient en 1976 avec l'élection du PQ au Québec. Et si on regarde les publicités électorales, on va voir essentiellement juste du monde blanc et peut-être une ou deux femmes. Pourtant, la moitié de la population est une femme à ce moment-là aussi. Là, je veux dire. Et pourtant, il y a bien des gens qui ne sont... Il y a une minorité visible, c'est le nom qu'on leur donne très souvent à la communauté non blanche, on va dire ça comme ça. Mais donc, l'expression qu'on utilise souvent, c'est minorité visible, même si je trouve qu'elle n'est plus très efficace aujourd'hui. Mais revenons à ça, quand même, mais il y avait... évidemment, des populations, il y avait des personnes qui étaient non blanches, mais on ne les voyait pas, on ne les représentait pas. Même chose aussi pour les genres.
la diversité sexuelle. On les voyait moins, etc. Puis quand on les voyait, quand on les mettait de l'avant, ben là, tranquillement, il y avait des débats autour de ça. T'sais. Et là, ben aujourd'hui, on la voit, on l'entend, cette diversité-là. Puis en même temps, il y a une espèce de backlash de gens qui disent non, stop, arrêtez, on est rendu trop loin, ce qui est assez étonnant. Tu sais. Alors, c'est un peu comme si on essayait de rentrer génie dans la boîte, je ne sais pas trop, mais en même temps, c'est cacher quelque chose qui existe. Ouais. C'est pas parce que tu le caches que ça n'existe plus. Je veux dire, c'est ça qu'on faisait avant, dans le fond. Genre, mais avant, on avait au moins, entre guillemets, peut-être, la défaite, on va utiliser comme ça, l'excuse de dire « je ne le savais pas ». Ouais, aujourd'hui, ça passe pas pantoute. Aujourd'hui, ça. moyen. Ouais. Hein? Moyen. Je veux dire, tu le sais. Là, je veux dire, donc, et ça, c'est un autre enjeu. C'est-à-dire, malgré qu'on le sait, c'est pour ça que je dis, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, un peu comme si, je le sais, mais je suis pas d'accord. OK. Donc, je vais faire tout pour contrer tout ça. Mais ça existe tout de même. Oui. Donc, le monde, il est complexe. Voilà. Je comprends. C'est ça, on peut pas juste se fier sur une donnée ou une petite affaire de même. C'est comme un... Ben je le vois dans ma tête un peu comme une grosse toile d'araignée. C'est une grosse toile d'araignée, une mosaïque, exactement. Et c'est pour ça que tu peux avoir des réponses universelles. Je comprends. C'est ça. Ouais. J'ai envie de revenir un peu sur ce qu'on parlait au départ, les médias traditionnels, peut-être la rapidité d'aller justement sur les médias sociaux et tout ça. Quand on parle des élections là, qui viennent d'avoir lieu il y a une semaine, en 2025, est-ce qu'il y a des... Je me suis informée, évidemment, puis j'ai vu passer qu'il y avait certains chefs qui priorisaient à avoir dans leur... bon, je l'appelle peut-être pas de la bonne manière, mais leur caravane électorale, ils priorisaient des influenceurs, des créateurs de contenu, plutôt que des journalistes, par exemple, de Radio-Canada. Ouais. Est-ce que ça, c'est une bonne manière de faire? Tu sais, dans ma tête, je me dis, comment ça peut être une bonne manière de faire si on exclut ou presque en totalité, en fait, les médias traditionnels, mais d'un autre côté, si on va aller chercher justement les jeunes, ou si aujourd'hui, ça devient plus ça, là, l'information sur le numérique. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ouais, j'aime bien que tu dises qu'est-ce qu'on pense, parce que je pense que je vais dire plus que je pense que ce que je sais. Là, je comprends. Je te dirais, je pense que c'est l'exclusion qui est le problème. C'est ça. Fait qu'on peut en avoir. C'est donc en avoir, ben oui, absolument. Okay. Je veux dire, Emmanuel Macron en France, je veux dire, a fait une web série, je veux dire, qui a été super suivie. Il a accordé une entrevue un super influenceur français, Hugo Décrypte. Je veux dire, je pense que c'est ça son nom. Et les jeunes le suivent. On comprend? Je prends mon gars, par exemple, je sais pas, moi, quand il me parle de certains influenceurs, où il l'a vu, je sais pas, Squeezie, mettons, où il dit des trucs, tu dis, OK, oui, tu sais, où il a vu sur TikTok des discours, des extraits de discours politiques qui montent. Donc, visiblement, les réseaux sociaux numériques l'informe, mais aussi alimente son intérêt. Donc, forcément, c'est super pour ça. Donc, sur ce plan-là, ben oui, les informations, les influenceurs, des gens qui sont justement, qui vont produire des contenus politiques, etc., ben c'est une extraordinaire nouvelle. Maintenant, ça ne peut pas être que ça. D'une part, à cause de l'encadrement, de comment ces personnes-là sont régies, donc il faut les choisir. Donc, évidemment, tout dépendamment, encore une fois, de ton axe politique. Si on prend, par exemple, Pierre Poilievre, il n'a pas accepté que des médias soient dans la caravane, donc le suivent. Donc, il ne prenait seulement des points de presse à l'extérieur et il choisissait quelques journalistes. Mais ça, c'est fou. Notamment aussi de Rebel News, notamment de désinformation. Pour permettre, en fait, de ne pas se faire challenger, j'imagine. Ben oui, exactement, pour donner une direction. Ouais. Tout à fait, c'est ça l'objectif. C'est ça. Fait qu'on coupe en fait toute la possibilité, j'exagère peut-être, mais on coupe la possibilité de se faire challenger ou de se faire dévier de la route qu'on veut prendre. Exact. Okay. Et là, c'est un peu aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est, et ça on a un enjeu social collectif à ça, c'est-à-dire est-ce qu'on veut toujours des personnes qui ont toujours la bonne réponse tout le temps, qui ne peuvent pas se tromper, auquel cas on est vraiment dans le trouble, si vous pensez, je veux dire, parce que ça n'existe pas. Donc, forcément, on risque d'avoir quelque chose qui va être trop léché, trop faux. Ouais. On va toujours être dans un milieu relativement
aseptisé. Donc, ça prend cette spontanéité-là. Puis ensuite de ça, bien sûr, on met de côté à ce moment-là l'importance du travail journalistique. Donc, des personnes dont le travail... Quand on parle du quatrième pouvoir, c'est ça qu'on veut dire. C'est donc le pouvoir de pouvoir remettre en question le pouvoir. C'est un gros pouvoir que les médias ont, ça, effectivement. Puis des fois, il y en a qui disent que ça en donne trop. Et peut-être qu'il y a des équilibres qui doivent toujours être gérés. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, si ce contre-pouvoir-là des médias n'est pas là, à travers les journalistes, qui va jouer ce travail? Mais c'est pas ça peu le rôle de la démocratie au final? Ben, exactement, c'était ça. Sauf que, évidemment, quand on regarde la tendance dernièrement, il y a bien des gens qui adhèrent de moins en moins à la démocratie, qui sont ouverts à une certaine forme d'autoritarisme. Hein, c'est pas des blagues. C'est tellement bizarre. Parce qu'on se dit, le monde va mieux rouler comme ça, d'une certaine façon. Il y a des gens qui disent, ça va être moins compliqué. C'est un peu... des fois, on empêche des projets d'aller trop rapidement, etc. Ouais. On est rendu vraiment, on tourne en rond, Des questions qui sont aussi tout à fait légitimes. Peut-être qu'effectivement, et sans doute qu'à certains égards, il y a des projets qui tardent, des projets de société difficiles à établir, des liens communs, tout ça. Mais effectivement, en même temps, remettre tout en question et dire, la démocratie, les médias, les journalistes, tout ça, ça devient un véritable problème. Là, on est dans une situation où finalement, on ouvre la porte à ce qu'il y ait juste des personnes qui avalisent, qui vont dire, moi, je suis d'accord là, avec ce que tu dis. Donc, bravo, je vais te le dire, bravo. Puis, je suis pas d'accord, mais je vais toujours être en désaccord avec tel parti parce que je veux pas que ce soit ce parti-là qui passe, etc. Donc, c'est là où l'objectivité, si tant est qu'elle existe, parce qu'évidemment, il y a toujours une dimension subjective, mais l'objectivité, ou du moins la volonté de neutralité, l'objectif de neutralité, quand il est moins présent, il ouvre la porte à une hyper-subjectivité, là. Et évidemment, à ce que finalement, on adhère à des choses à des arguments politiques fallacieux, faux, mais avec lesquels on va dire, ils sont faux, mais je suis d'accord. Alors, allons-y. Je me pose pas de questions. Voilà. Je fais juste suivre le troupeau, dans le fond. Exactement. Et puis ça, on a un autre enjeu, c'est-à-dire, et ça, c'est justement là où il y a sur le plan moralisateur, il faut pas être moralisateur, c'est ça l'enjeu. C'est dans le sens que, quand tu fais la morale, c'est bien difficile. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais il faut pas oublier, ça, aussi, je le répète très souvent, c'est que la politique, elle est en périphérie des individus. On peut pas moi, c'est mon travail. Je m'intéresse à ça beaucoup. J'ai des amis qui s'intéressent beaucoup à ça, etc. Absolument. Mais il y a beaucoup de personnes, et j'ai beaucoup d'amis, qui, ça les concerne, mais c'est en périphérie. Ils font plein de choses dans la journée, donc ils vont chercher les bribes d'informations à droite et à gauche pour essayer de se faire une tête. C'est normal, on fait tout ça. Moi, c'est comme ça, par exemple, je sais pas, par rapport aux voitures. Je connais pas grand-chose aux voitures. Donc, un carburateur, je sais même pas s'il y en a encore dans les voitures, dans le fond, là. Mais, je dis, où est-ce que c'est? Je sais juste que le mot existe, mais quelqu'un pourrait me faire croire ça. Donc, mais par contre, je sais grosso modo, c'est quoi une voiture? Hein? Ça s'arrête là. C'est ça. Donc, la voiture est en périphérie de moi. Hein? Les spécialistes de voitures, eux autres, ils diraient, non, Emmanuel, c'est pas ça. Mais d'avoir la politique en périphérie des humains, c'est là qu'on veut essayer d'aller chercher les jeunes ou les moins jeunes via le numérique. Là, quand je dis numérique, évidemment, je parle beaucoup des réseaux sociaux dans mon cas parce que c'est ce qui fait partie de mon quotidien. Mais est-ce qu'il y a des stratégies? Parce que je pense entre autres à comme la stratégie, par exemple, de Pierre Poilievre d'aller au podcast d'Olivier Primo. Ouais. Ça, c'était beaucoup du oui, j'adhère, c'est bien le fun. Ce qui est bien correct, il y a vraiment le droit. Moi, j'adhère avec tes dires aujourd'hui. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait me re-questionner? Peut-être, rendu là. Et moi aussi, sans doute. Voilà. Mais je pense après, je sais pas, Jagmeet Singh, qui, lui, est allé à un podcast pour parler de lui. Oui. Tu sais, là, je me dis, est-ce qu'il y a une stratégie marketing, entre guillemets, qui fonctionne mieux? Est-ce qu'on va chercher l'attachement des gens envers la personne ou envers les idées? C'est un peu tout ça. Un petit mix. C'est un peu tout ça, un petit mix. Puis, il faut que ça fitte. Ouais. Tu comprends? Il faut que ça fitte. Puis, bien des égards, je veux dire... Pierre Poilievre, par exemple, il veut couper dans Radio-Canada, dans CBC Radio-Canada. OK, d'accord? Là, je ne souligne pas qu'on soit d'accord ou pas, je dis juste que c'est ça qu'il veut. Donc, il l'a mentionné. Ça serait bizarre qu'il accorde beaucoup d'entrevues, beaucoup de temps à CBC Radio-Canada. Je comprends. On a l'impression que, il me semble que
il me semble que tu joues sur 2 plans, là, OK? Et en même temps, il va aller voir des réseaux privés qui ne sont pas des réseaux publics, parce qu'il critique les réseaux publics. Donc, on peut lui en faire le reproche, mais c'est cohérent, là. Hein? Je veux dire, c'est ça. Donc, tandis que on va avoir Mark Carney, qui, lui, va être présent, mais en même temps, très peu. Il va choisir quelques éléments. D'un coup, avant même d'aller de déclencher les élections, il va être à un talk show aux États-Unis. Il va faire un talk show aux États-Unis, un late show. Et pendant qu'il va faire ce late show-là, on va dire, OK, mais il annonce presque qu'il va se lancer en politique canadienne, mais dans un late show aux États-Unis. C'est étrange, OK? Mais en même temps, la personnalité de l'individu qui se montre comme un internationaliste, un type qui a des accents un peu partout à travers le monde, dit, regarde, je suis même pas premier ministre. Je suis dans un late show aux États-Unis. Pas pire. Encore cohérent avec... C'est cohérent avec sa personnalité, son identité politique. C'est que ça marche. Donc, si ça rentre, si ça fit, c'est bon. Mais si ça fit pas, autant les militants peuvent être étonnés et se dire, qu'est-ce que tu fais là? À moins que ta volonté, c'est d'élargir un peu ta base. Mais sinon, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as avantage à le faire. Donc, tu essaies de trouver des tribunes qui te sied bien, qui correspondent à ton image, qui fonctionnent aussi, puis qui vont venir alimenter cette image-là, puis qui vont venir alimenter ta base aussi. Tu as besoin de ta base. Et qui vont aussi peut-être être repris, puis rendre aussi peut-être des Olivier Primo, par exemple, plus accessibles, et faire en sorte qu'à travers cette personne-là, à travers cette entrevue avec Pierre Poilievre, on se dit finalement, c'était pas pire, c'est intéressant ce qu'il fait, je déteste pas ça, et finalement, plus d'adhérents. Donc, c'est une espèce de ça se cultive, on construit un fanbase, pour utiliser une expression assez consacrée pour les circonstances. Absolument. Est-ce que ça va rapidement, là. On va bientôt devoir conclure la conversation, mais est-ce que tu juges que pour un politicien aujourd'hui en 2025, en fait, je sais que ma question est très subjective parce que ça va dépendre de la personne qui s'intéresse beaucoup à la politique ou pas. Mais mettons pour le citoyen moyen qui s'y intéresse, mais bon, par bribes. Est-ce que les idéologies politiques sont plus importantes que l'identité politique? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, l'identité politique est tellement... On critique presque autant le politicien que ses idées. Ouais. Colin, c'est une grosse question. Il n'y a comme pas de vraie réponse. En fait, il y a plusieurs réponses, puis je vais essayer de faire ça très succinctement. Je ne sais pas combien j'ai... on a le temps, vas-y. Mais je vais quand même faire ça clair, parce que pour emmerder tout le monde. C'est que, primo... Cette impression-là que c'était mieux avant ou que c'était plus compliqué avant est en partie erronée. C'est dans le sens que je veux dire, souvent j'entends ça. Oh, aujourd'hui, les politiciens, dans le temps, puis là on va citer, je sais pas moi, René Lévesque, ou Pierre-Éliott Trudeau, etc. Oui, il y a eu des politiciens avec beaucoup de bagou, puis beaucoup de tribuns, puis je veux dire, qui avec des idéologies qui étaient bien portées, etc. Mais il y avait aussi pas mal de politiciens bien moyens. Et il y avait peu de femmes aussi. Et puis il y avait peut-être des positions évoquées qui étaient peut-être assez limites. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on les répéterait, etc. Donc, OK, ça, c'est la première des choses. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a des politiciens qui sont plus superficiels qu'avant? Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Ensuite, par exemple, ce que l'on constate dans les études, c'est une personnalisation de plus en plus grande de la politique. Ça, oui, par exemple, à travers les médias. C'est ça, hein? La médiatisation. Puis là, j'inclus dans les médias sociaux numériques. C'est-à-dire très axé sur le chef, la personne du chef. Tout le reste autour, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est moins présent. Mais c'est qu'on n'aime pas le chef, on risque de pas aimer le parti. Là, très généralisé. Exactement. Et ça fait en sorte qu'il y a vraiment un accent de plus en plus grand sur la stratégie du chef. Puis on fait aussi beaucoup d'analyses stratégiques dans les stratégies de campagne électorale. Donc, et là, je ne fais pas juste référence à la manipulation dans la perspective stratégique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va essayer de mettre de l'avant des stratégies pour, bien sûr,
remporter la victoire ou des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant? Mais souvent, on va l'analyser. Puis ça, ben, dans les études aussi, ça fait des années que c'est le cas. On constate que ce traitement-là, médiatique, de stratégie, c'est-à-dire, pourquoi il fait ça? Il fait ça pour gagner. Donc, ce qu'on appelle la fameuse course de chevaux, la horse race, en sciences politiques, en communication politique, c'est souvent ce qu'on va dire. C'est-à-dire, ça a une tendance à, pour certains, alimenter le cynisme politique. C'est-à-dire, on va dire, ben, l'objectif, c'est pas de faire passer des politiques, de faire avancer la société, etc. L'objectif, c'est d'être élu. L'objectif, c'est d'avoir le pouvoir. Donc, c'est ça l'objectif. T'sais. Et on va dire, ben voilà, c'est pour ça qu'on met une personnalisation beaucoup, parce que finalement, on regarde la stratégie de l'individu, du chef. Mais il y a un autre facteur qu'on oublie ici au Canada en particulier. D'ailleurs, la dernière élection au Canada l'a démontré clairement, c'est-à-dire primo sur la personnalisation. On a beaucoup reproché, je pense à raison, d'avoir peu accès à d'autres personnes que les chefs. C'est-à-dire, qui est l'équipe de Pierre Poilievre? C'est vrai. Qui est le représentant économique? Et ça, on a l'impression qu'il est un peu tout seul. Mark Carney était très seul aussi. Il y a une équipe qui était l'équipe libérale, etc., mais on l'a mise moins de l'avant. À ce moment-là, certains diront, oui, mais c'est parce que justement, c'est une équipe qui était déjà très présente. On ne voulait pas donner l'impression qu'on avait encore le même monde. Ça n'aurait pas donné une image de renouveau trop à McCartney. Peut-être. T'sais. Mais encore une fois, on est très axé sur le chef. Mais j'ajouterais une donnée qui est importante qu'on met de côté, c'est le système électoral. Comment tu veux faire autrement, on pourrait dire presque. On a un seul vote pour voter pour le premier ministre, le gouvernement, notre représentant local, le parti. Un seul qui représente tout ça. Et c'est l'accumulation des votes qui va faire en sorte que le gouvernement va devenir minoritaire majoritaire, mais qui va parce qu'on va gagner les sièges. On veut un siège. Okay, d'accord? Donc, c'est par la majorité des votes accumulés qui forment un siège qu'on dit, ben, dans cette circonscription-là, c'est la majorité des gens ont voté pour telle personne, donc ils remportent le siège. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, en tout cas, du moins, il y a de fortes chances que le chef ait une grande importance parce qu'il veut attirer tous les votes. Parce que tu peux pas dire, ben moi, je vote pour ma circonscription, puis j'aime bien l'idéologie, puis j'aime bien la position politique de ceux-là, mais je veux pas que le premier ministre, ce soit le parti, par exemple. J'aimerais ça que ce soit l'autre personne. Ce n'est pas possible. Donc, tu es toujours en train de te demander, peut-être, est-ce que je vote pour le principe, les valeurs, les intérêts que je défends, donc plus idéologiques à certains égards, ou je vote plus pour les positions du chef, l'idéal, c'est genre c'est l'image, etc., auquel j'adhérais, mais peut-être un peu moins. Donc à ce moment-là, tu es pris au piège un peu. Entre les deux. Tu as un seul vote. Quand tu es dans une... C'est là un peu l'avantage, hein, je veux dire, en partie des endroits où tu as un vote plus proportionnel, c'est que tu peux voter pour des partis qui vont venir défendre peut-être certains idéaux, par exemple l'environnement, des trucs comme ça, un paquet d'autres dossiers. Et tu peux voter aussi pour un premier ministre ou un chef d'État ou un président, ou je sais pas, c'est genre. Mais y a-t-il des endroits où c'est plus proportionnel? Ben, il y en a plein à travers la planète où c'est plus proportionnel. Mettons, exemple. Genre, si tu regardes, par exemple, je sais pas moi, en Allemagne, par exemple, c'est un très bel exemple, parce qu'il y a eu des élections toutes récentes, il n'y a pas si longtemps, qui ont d'ailleurs porté, qui ont décrit une montée de l'extrême droite. OK, d'accord? Donc, ça, on va dire, c'est un peu un désavantage, peut-être, dans une certaine mesure. Mais par contre, tu peux voter pour tes régions et il y a un système électoral complexe qui fait en sorte que tu as une bonne partie de proportionnel, puis en même temps, on va pouvoir prendre les votes, les reporter, puis faire élire d'autres personnes en termes de préférence, etc. Bref, il y a des systèmes électoraux, on voit ça comme ça. C'est plus complexe. Ben oui, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Puis les systèmes électoraux, là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas un spécialiste des systèmes électoraux, mais il y a toute la notion de seuil, tu comprends? Donc, de dire, par exemple, l'idée du système proportionnel, dans ce cas-là, c'est de dire n'importe quelle formation politique qui, par exemple, a eu plus de 2% des votes doit être représentée à l'Assemblée législative. OK. Donc, tu comprends que là, je veux dire, t'es plus proche de ce qu'expriment les gens. Les intérêts sont plus... Oui. Prenons l'exemple les élections au Québec dernièrement, en 2022. Hein, ben oui. Donc, les élections au Québec en 2022, les dernières élections au Québec en 2022, on avait
le Parti libéral, le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec, on pourrait dire qu'ils se partagent à peu près 15-20 des votes, d'accord? Le cas du Parti québécois et du Parti conservateur du Québec est un bel exemple parce que on a sensiblement le même pourcentage de votes, à peu près 15 dans les élections. On a, je pense, 3 députés à ce moment-là, dont le chef qui va être élu du Parti québécois, mais aucun député du Parti conservateur du Québec. Parce qu'il n'a pas réussi assez de rapporter les votes dans des sièges. Pourtant, en termes de proportion de vote, c'est la même chose. C'est ça l'idée. C'est genre, je veux dire, il ne faut pas l'oublier, ce système électoral-là. Le premier ministre du Canada qui a été élu, Mark Carney, a été élu par 44 de la population. Donc, il y a donc une majorité de gens qui n'ont pas voté pour le premier ministre. Mm-hmm. C'est ça aussi. C'est fou, on dirait le premier réflexe, on est tellement habitué que ce soit ce système-là, tu sais, le premier réflexe, c'est quand on voit 42, je m'en rappelle plus, là, en tout cas, mettons, 40. Ouais, premier réflexe, moi, ça n'a pas été de me dire, hey, c'est vrai, il n'y a pas une majorité de Canadiens qui ont voté pour lui. Ouais. Ça a été au contraire de me dire, hey, c'est lui qui a le plus plus pourcentage. Exact. Genre, oui, exactement. Il a gagné. Exactement. Puis, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle la distorsion. Hein, Politique 101, là, ça c'est très clair, mais sauf que c'est cette distorsion-là, c'est-à-dire il peut avoir, et c'est arrivé dans l'histoire quelquefois, que le premier ministre, la personne élue, ait eu moins de votes suffrage universel, donc de vote total, que son opposant, mais il va tout de même former un gouvernement. Parce que il y a la majorité des sièges. Mm-hmm. C'est les sièges qui sont importants, c'est pas le pourcentage de vote. Hein? C'est tellement bizarre. Ben, c'est pas bizarre, mais exact. Quand on y pense réellement, on se rend compte que c'est peut-être pas intuitif. Quelqu'un qui arrive ici. Oui, exactement. C'est nouveau, peut-être. Ben oui. T'sais? En fait, c'est un système électoral qu'on dit le plus simple et aussi peut-être le moins efficace, mais le plus simple au monde. Mais encore une fois, il n'y a pas de système parfait. Non, ça, c'est très clair. C'est un débat qui est sempiternel ici. Là. On ne compte plus le nombre de premiers ministres qui ont dit on va changer le mode de scrutin, mais une fois élu. Ça fait rien. Ben non, parce que ça marche. Je veux dire, j'ai été élu grâce à ce système. C'est ça. Donc, si je le change... Je vais-tu regagner la prochaine fois? C'est ça, hein, je veux dire, exactement. Et il y a toute une culture aussi. Ouais. L'Amérique du Nord est un système uninominal à un tour. Un système présidentiel aux États-Unis, mais quand même, on retrouve ça. Donc, au Québec, il y a toujours ça. On dirait qu'on serait les seuls à avoir un système proportionnel, par exemple, au Canada. Donc, il y a toute cette culture-là. Puis il y en a qui disent, ça serait trop compliqué, il faudrait le comprendre. Puis c'est vrai que des fois, le système est un peu compliqué, mais quand même... ça fait quelques minutes que je passe là-dessus là, avec toi, là. Puis je trouve que c'est quand même pas pire compliqué à expliquer malgré tout. Et pourtant, c'est le plus simple. Mm-hmm. Ben c'est parce qu'il y a des niveaux. Puis pour quelqu'un peut-être qui s'y intéresse pas tant que ça, il y a aussi ça. Quelqu'un de passionné, ça clique direct, au même titre qu'on parlerait d'auto, justement, de voiture. Oui. Peut-être que ça passe un peu plus haut au-dessus de la tête. Oui, non, tout à fait. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me permets de passer à ma question qui fait plaisir, présentée par Normandin. Oh oui. On l'a mentionné à plusieurs reprises, les élections 2025 viennent juste de passer. Depuis tantôt, on parle de communication politique, comment les chefs ont utilisé peut-être les réseaux aussi pour leur propre campagne. Puis puisque Normandin s'est reconnu pour faire plaisir, c'est un petit plaisir coupable, on aime ça, se gâter avec ça. J'aimerais savoir, est-ce que toi, il y a un moment dans la campagne électorale là, qui vient de passer que tu as fait, OK, cette utilisation-là, du numérique en général, je parle pas uniquement des médias sociaux, mais que tu as fait, hey, ça, là, c'est un coup de génie. Wow, chapeau, mettons. Ah oui. C'est quand même une grosse question, là, tu sais. C'est une grosse question, c'est une très grosse question. Attends un peu, laisse-moi y réfléchir 2 secondes. Ben oui, prends le temps. L'utilisation du numérique par un politicien dans la dernière campagne électorale qui aurait pu être efficace. Oui, y a-t-il une manière qui est faite? Ça, c'est brillant. En attendant, je peux me permettre de dire aux gens qui nous écoutent qu'on a un code promo. Donc, je n'hésite pas d'utiliser franchement 20 sur vos prochaines commandes en ligne si jamais ils veulent bénéficier de 20 de rabais. Ça t'a sauvé un petit peu de secondes pour y penser. Oui. Celui qui me vient en tête, c'est Mark Carney. Okay. Et pourquoi je dis ça? C'était pas tant que j'ai trouvé que c'était un coup de génie, mais j'ai trouvé que son équipe avait le don de faire ressortir le côté givré, sympathique de Mark Carney en ligne. Parce que Mark Carney a été très critiqué, et il l'est encore sans doute, parce qu'on dit, mon Dieu, il est plutôt froid.
C'est vrai. Quelqu'un qui a l'air pas particulièrement... le ton, hein, un peu c'était genre... un peu moins charismatique. Un peu moins charismatique, etc. Ouais. Donc, avec des intonations peut-être moins élevées, etc. Donc, il va peut-être avoir tendance à faire oui, alors, nous allons remporter quelque chose. On a l'impression un peu quelque chose d'un peu de... Donc, la tonalité assez straight. Mais en ligne, ce que j'ai souvent vu, c'est des extraits où il sourit, une petite blague, etc. Donc, je pense que là, je me disais, on essaie souvent de montrer le caractère très humain, etc. Et pendant que je te parle, il m'est venu 2 moments qui sont effectivement, qui m'ont fait penser à un coup de génie. OK. Le premier qui concerne encore Mark Carney, mais là, ça a mis les conservateurs en rogne. C'est quand on a vu Mark Carney en train de prendre un déjeuner avec le premier ministre ontarien Doug Ford, conservateur. Et dans une image, il est dans un diner, en Ontario. Genre. Donc, on critique le premier ministre Carney, qui était le premier ministre sortant à ce moment-là. On le critique parce que il semble être moins accessible. Il n'a pas l'air d'être monsieur, madame, tout le monde. Mais là, finalement, il est dans un diner. Tu comprends? Il est comme dans une table. Il déjeune. Je pense qu'ils ont des œufs, des trucs comme ça en avant. Et en train de prendre un café. Il rigole avec Doug Ford. Et ils ont demandé à Doug Ford, est-ce que tu permets qu'on filme et qu'on l'utilise dans notre campagne? Brillant. Et il a dit oui. Et tu comprends que là, les conservateurs en Ontario, il y en avait plusieurs qui étaient en beau pistolet, là. Parce que, évidemment, c'est un libéral. Alors ça, à mon avis, ça a été un pas pire coup de génie, effectivement. Et en lien avec son petit côté givré, encore une fois, puis là, je mets de côté le fait qu'on l'a vu en publicité avec Léa Streliski, donc une humoriste, qui est présente en ligne en particulier. Je la vois souvent sur Blue Sky. Mais il y a... quand il a été élu, on le voit danser en coton ouaté. C'est à ça que j'ai pensé, moi, automatiquement. Puis on a tout fait « Oh, c'est donc bien charmant! » Exact. Hein? Je veux dire, là, t'as l'impression que c'est un gars comme tout le monde. Qui est content. Il est funny, il est content, puis il se permet de danser, donc il est pas coincé. Hein? OK? Ça, Justin Trudeau le faisait vraiment beaucoup. Mais on pensait pas que Mark Carney pouvait faire ce genre de choses. On l'a vu, Pierre Poilievre, pas nécessairement danser, mais on l'a vu sourire, on l'a vu en T-shirt, on l'a vu enlacer son épouse, etc. Donc, avoir l'air très naturel, ça semblait pas si évident du côté Carney. Je pense qu'on a mis ça un petit peu de l'avant. Oh, je suis tellement d'accord. Oui, tu vois, ça vient de vraiment venir, là. Parce que c'est vrai que Mark Carney, c'est pas la personne que tu regardes nécessairement, puis en tout cas de mon côté, de mon point de vue, puis que t'es comme, tu sais, il est charmant, je ferais comme moi, je dis tout le temps, je ferais un câlin, tu sais, comme cute, mais après, en effet, tu vois la vidéo de lui qui danse, il était tellement content et heureux. Tout à fait. Ça comme, une petite touche de... Pas de la sympathie, mais... Oui. Je pense qu'on a joué cette image-là. Je fais pas une parenthèse. Je pense qu'on a joué sur cette image-là avec Mark Carney. C'est-à-dire, on a voulu transformer cette image de type réservé, puis à la limite un peu au teint distant, en authentique. Donc, faire des sparages, c'est pas tout à fait son genre. Donc, exagérer, etc., faire du théâtre, pas trop. À l'occasion, il va y avoir quelques instants où il va se laisser aller. Mais par contre, il est capable d'humour fin. Il est capable de reconnaître qu'il parle pas très bien français. Donc, on a mis des trucs comme ça en ligne pour qu'on le voit naturel, etc. Donc, que ce qu'on va considérer comme une lacune ou un obstacle, d'une certaine sens, à sa personne, se transforme en avantage. Tellement. C'est assez habile, ça. Très habile. C'est un plan stratégique. Je pense qu'il y a bien des gens autour qui ont pensé à ça. Puis c'est toute une équipe derrière ça, là, c'est sûr. Énorme équipe, absolument, sans doute. Absolument. Maintenant, quand je parlais on parle aussi de professionnalisation, mais dans le monde de la communication politique, c'est un très bel exemple. Absolument. Absolument. Ben, c'est une très bonne réponse. J'ai tout aimé. Puis je termine cette réponse-là en t'offrant une carte cadeau du Normandin. Écoute, en même temps, pour te remercier d'avoir accepté l'invitation au balado, tu vas pouvoir aller manger. Il y en a un pas trop loin en Estrie. Là, Oui, exactement. Salut King. Jamais. Salut King! Une petite visite au Normandin, ça va faire bien plaisir. Merci Emmanuel d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir été, Marie-Lie. J'ai vraiment trouvé ça. Puis là, tu sais, je pense peut-être aux personnes qui sont des pros de politique puis qui nous ont écoutés. Peut-être que ça a eu l'air d'être, OK, on parle de plein de choses, mais pour moi, qui s'intéresse à la politique, mais peut-être plus au niveau moyen, j'ai vraiment
compris plein d'affaires. Ça m'a vraiment éclairé. Et j'espère qu'il y en a qui ça va pas faire décrocher aussi plein d'autres. Je penserais pas. Mon Dieu, c'est compliqué. Au contraire, je penserais pas. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir pu jaser avec toi de ça. Puis surtout que c'était très d'actualité. Je pense que j'aurais pas pu avoir un meilleur timing. C'est une belle opportunité. Merci beaucoup. Merci. Pour les personnes qui découvrent le balado, franchement, aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vous me direz en commentaire si vous avez appris des choses spéciales sur la com politique ou juste, je sais pas, sur la campagne électorale 2025. Pourquoi pas? Je vous invite aussi à vous abonner, à réagir, à interagir plutôt avec le contenu. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis sur ça, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Bye tout le monde!